Marco, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je suis accompagnateur en montagne et moniteur VTT. Donc en gros, j'emmène des gens soit à l'autre bout du monde, jusqu'à récemment, ou dans les massifs qui sont autour de chez moi, c'est-à-dire en bordure de Grenoble, dans les Préalpes et dans les Alpes du Nord, si on peut dire. Et l'autre bout du monde, ça correspond à quoi? C'était jusqu'à le premier confinement, l'Afrique du Sud, l'Iran, Oman. Il y avait 3 destinations, puis après très ponctuellement l'Europe, la Norvège, l'Irlande. Mais surtout l'Afrique du Sud et puis l'Iran. Et tu emmènes des groupes donc pour faire des randos Ouais, des randonnées qui sont jamais des randonnées, on va dire techniques, mais c'est plutôt des treks culturels ou des treks pour aller approcher la faune et la flore. et ça doit être assez physique dans ces pays-là. Enfin, c'est quand même des pays un peu arides. Alors Oman, l'Iran, en effet, il y a un côté un peu difficile par rapport au climat. Après l'Afrique du Sud, le côté un peu déroutant pour les gens qui viennent des Alpes, par exemple, c'est le caractère isolé. Il n'y a pas de sentier marqué. D'ailleurs, Oman, c'est un peu le cas aussi. Il y a très peu de sentiers marqués, donc on marche hors sentier, sans balisage. Ce qui fait d'ailleurs le charme de ces randonnées-là, c'est qu'on retrouve ce plaisir de ne pas avoir tous les 100 mètres une balise, un panneau, quelque chose qui nous rappelle qu'on est sur un itinéraire marqué. En général, en plus sur les cartes IGN, vous avez vu aujourd'hui, sur la plupart des cartes IGN, on a les numéros des panneaux reportés sur les cartes IGN. C'est incroyable. Alors c'est génial, mais en même temps, voilà, ça induit tout un tas de sentiments quand on est dans la montagne où en fait on est toujours sur quelque chose de marqué, de balisé, comme on peut l'être dans une ville avec des noms de rues, etc. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ton boulot. Ouais. Et moi, ce qui m'a plutôt interpellé, c'est ce que tu fais à titre personnel, les à côté. Mhm. Donc, deux choses. Il y a d'abord le vélo et il y a la course à pied aussi. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de tout ce qui est vélo en fait? Qu'est-ce que tu fais Bah, le vélo, c'est déjà, donc comme je te disais, je le pratique, j'encadre un peu en VTT des enfants, surtout des enfants, parce que j'aime bien travailler avec ce public et que j'ai pas forcément un niveau technique qui me permettrait d'encadrer des adultes ou même des ados sur du haut niveau. Et le vélo, pour notre famille, c'est vraiment le mode de locomotion prioritaire. Nos enfants, depuis qu'ils ont l'âge de 3 ans, ils vont à l'école à vélo. Alors c'est pas loin, c'est plat, c'est pour ça qu'on peut le faire. Elles font 2 km pour aller à l'école, elles reviennent tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et ça, c'est systématique pour Chirine et pour Daria depuis qu'elles ont 3 ans. Donc ça, c'est le premier point. Nous, on les emmène bien sûr à vélo. Et tous les déplacements qu'on peut faire qui sont de l'ordre local, on le fait à vélo. Et le local, avec le confinement, avec la géographie qui a changé, le local il s'étend de plus en plus. C'est-à-dire que là où on pouvait penser jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi le local ça va être de l'ordre du 10 km, plus ça va, plus j'ai tendance à me dire là, ça vaut peut-être pas la peine de prendre la voiture pour aller faire ce repérage. Et on peut aller jusqu'à 40 km, à se dire voilà, il y a un trajet, on va faire 80 km. Plutôt que de le faire en voiture, faisons-le en vélo. Ça change bien sûr l'organisation, on perd du temps par rapport à ce qu'on pourrait faire en voiture. Par contre, ouais, c'est une approche totalement différente et ça permet des fois d'être même plus efficace dans les repérages. Parce que moi, je vais beaucoup repérer des randonnées. Cette année, j'ai fait des randonnées sur les plantes notamment. C'était dans un rayon de 20 km autour de la maison. Et j'ai essayé, autant que faire se peut, d'être en vélo pour aller faire les repérages. Même parfois d'aller le jour J de la randonnée avec le vélo et donc que les gens me retrouvent là-bas en privilégiant le covoiturage pour eux. Mais moi, j'étais en vélo sur place. Donc ça, le vélo, c'est depuis que j'ai 10 ans, c'est le mode de liberté. Gamin, j'ai toujours utilisé le vélo pour aller voir mes copains, j'étais au village, etc. Il y a eu toute une perte un peu de contact avec le vélo à l'adolescence, et puis c'est revenu après. Et c'est resté un mode de locomotion qui est de plus en plus un mode aussi de vie et de revendication de liberté, de droit à la lenteur. Puisque pendant le confinement, on s'est rendu compte, déjà pendant un temps, on a voulu nous ôter le droit de pouvoir faire du vélo. Je me suis fait arrêter un certain nombre de fois par la police localement, à la gendarmerie, pour m'entendre dire que je n'avais pas le droit théoriquement d'être en vélo, ce contre quoi je m'insurgeais beaucoup. Mais j'ai quand même eu droit à ce genre de discours. Et C'est bizarre parce que c'est bizarre, les ouais. restrictions étaient sur des distances, pas sur des moyens de locomotion. Ouais, mais il y a eu toute une passade où dès que vous étiez en dehors de votre habitation pour aller par exemple faire vos courses, si vous étiez en vélo, vous avez l'impression d'être suspecté d'être en train de faire du loisir. Et ça m'est arrivé, 3, 4 fois peut-être de me faire contrôler. Notamment une fois, on a commencé par me dire que le vélo était interdit, en justifiant des choses qui étaient totalement aberrantes.
du genre, vous comprenez, si vous avez un accident en vélo, vous allez remplir les hôpitaux. Là où moi, mon discours, c'était de dire, mais la meilleure manière de rester en bonne santé, c'est de continuer à faire du sport. Et donc, je me suis battu là-dessus. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait vraiment tout le monde, mais la Fédération française de cyclisme, les sportifs de haut niveau, qui poussaient, en gros, qui nous poussaient à prendre la voiture pour aller faire des courses d'1 kilomètre, ce qui était pour moi l'aberration totale, bien avant le confinement et après. Sachant que tu habites à Grenoble. Hein. J'habite à côté de Grenoble. On habite dans un village. D'accord, donc pour aller faire nos courses, on a 2-3 kilomètres pour aller chercher chez le maraîcher. Donc on y va bien sûr à vélo. On a un supermarché. Alors on essaie d'acheter en priorité du bio si on peut. Et on a quand même des commerces à très, très proche distance, tu vois. Mais il y a plein de petits éléments comme ça qui m'ont fait penser que le vélo, c'était défendre un autre système de pensée, penser le déplacement différemment. Quand on est allé en Iran, par exemple, on a discuté avec des gens qui faisaient des événements vélo, qui privilégiaient le vélo pour la découverte. Et notamment, on a appris que des femmes en Iran étaient arrêtées simplement parce qu'elles faisaient du vélo. Et donc, chaque femme que tu voyais dans une ville iranienne, chaque femme qui avait le courage d'être à vélo, c'était une femme qui militait en fait pour son droit, pour le droit d'égalité. Et donc, c'était un acte militant que d'être à vélo en ville. Parce qu'elle pouvait être arrêtée à tout moment et même mise en garde à vue par le simple fait qu'elle faisait du vélo, puisque c'était entre guillemets interdit. Après, j'arriverai pas vraiment à l'assurer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de femmes qui étaient harcelées pour ne pas faire de vélo. Et là, je me suis dit, nous, on est des petits joueurs. Quand on prend le vélo et qu'on se sent un peu opprimé par la circulation routière, le manque de civisme des automobilistes. Et là, on voit très clairement comment le vélo peut être un outil de revendication de liberté, quoi. Et donc, ça m'a beaucoup frappé, ça. Et c'est vrai que je le vois de plus en plus comme ça. Pour moi, c'est une revendication forte, le vélo. Je ne l'ai pas ressenti comme ça personnellement parce que donc moi j'habite à Paris. Ouais. Et à Paris, en fait, on a juste eu le souci que il y a eu un moment où le masque était souhaité pour le vélo. Et quand tu fais un effort avec le masque, c'est assez difficile. Donc il y a eu un moment où ça a été un petit peu limite. Et finalement, après, on a pu faire du vélo sans porter le masque. Mais j'ai pas ressenti du tout sur Paris de limitation. Mais peut-être que c'est des environnements assez différents. À Paris, le vélo a vraiment, ça a vraiment la cote, quoi. Ouais. Ouais, ça a explosé à Paris. Il y a les Vélib, il y a les couloirs vélos spéciaux. Donc, je pense que c'est un sujet un peu différent. Bien sûr. Quand on est en province, beaucoup de gens effectivement prennent leur voiture. J'ai des amis qui venaient à Paris de temps en temps et ils comprenaient pas qu'on marchait autant, quoi, dans Paris. Pour eux, ils prennent la bagnole pour faire 1 kilomètre. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement l'esprit est un petit peu différent et que le vélo était perçu différemment. Et puis c'est vrai que on peut pas, si tu veux, de se retrouver sur les routes à vélo sans circulation automobile. C'était un grand bol d'air. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont vécu comme ça. Plein de gens ont vécu la fin de la pollution sonore et puis aussi la fin de cette espèce de menace permanente qui fait que plein de gens ne font pas de vélo parce qu'ils ont peur de se faire tamponner, à juste titre. Il y a eu, je me souviens qu'à la fin du confinement, moi j'ai été frappé par ça, j'ai été frappé par cette menace qui revenait, la menace pour mes enfants, d'être à vélo et de me sentir menacé. Or, je suis quand même tolérant dans le sens où ça fait des années que je roule, j'ai l'habitude de rouler sur des routes passantes. Et là, de se retrouver avec des voitures qui te frôlent, qui te mettent en danger, qui ont des comportements clairement violents, et ben ça ne faisait qu'envenimer encore plus cette dichotomie entre les automobilistes et les cyclistes. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une passade où j'avais un peu la rage, quoi. J'avais beaucoup de rage parce que voilà, on gêne pas grand monde en termes de pollution, on fait pas beaucoup de pollution. Je veux dire, les vélos sont créés aussi de manière industrielle, mais un cadre de vélo, ça peut avoir une durée de vie illimitée. On met pas en danger des gens, en tout cas pas dans les endroits où on vit, parce qu'on roule pas très très vite et qu'il n'y a pas beaucoup de piétons, pas beaucoup d'autres gens qu'on pourrait blesser. Donc en fait, on gêne pas beaucoup de gens. Et par contre, on a beaucoup de violence, beaucoup d'agressions. Quand tu roules beaucoup, t'es agressé quasiment quotidiennement, quoi. Et voilà. Et c'est aussi parce que t'es mis un peu au front avec le vélo. Donc une fois encore, ce vélo-là, il te met dans une position où t'es déjà encore un peu en dehors de tout un système de déplacement. Et ça, j'aime bien. Je trouve que plus ça va, plus je l'ai en tête, ça. Voilà. Après, on organise depuis 3 ans un événement à vélo.
qui s'appelle la Grande Rail avec 2 autres amis. Et ça, c'est l'idée d'organiser un événement qui n'est pas une compétition, qui n'est pas payant. On relie en fait notre ville au sud de la France en suivant les chemins de transhumance des troupeaux quand ils redescendent de la montagne pour rejoindre la Provence. C'est un événement qui est pas, on va pas considérer que c'est radical en termes de dépenses physiques. Il faut bien rouler, c'est des bonnes journées. Jusqu'à maintenant, on faisait 3 journées où on faisait à peu près 150-170 km par jour. Principalement de pistes forestières avec des vélos un peu hybrides qui sont les gravel, qui sont un peu la nouvelle mode, on va dire, tendance d'une part des cyclistes. Mais ça, c'est un peu symptomatique, c'est-à-dire que via cet événement-là, qu'on veut gratuit, sans compétition, sans logistique, l'idée c'est de créer des réseaux de rencontres avec des cyclistes. Et depuis 3 ans, c'est toujours incroyable. On a une vingtaine de gens qui viennent et on rencontre des gens exceptionnels, quoi. Des gens qui viennent d'un peu partout en France, mais de milieux très variés. Mais avec ce côté vélo unique, parce que la plupart c'est des vélos qu'ils ont soit construits eux-mêmes, soit élaborés à partir de pièces qui sont très hétéroclites. Donc il n'y a pas un truc fashion, il n'y a pas c'est pas le dernier vélo rutilant. Et puis avec une pratique qui emprunte tous ces sentiers un peu oubliés qui sont ni très très bien pour le VTT, ni géniaux pour la randonnée. Donc une espèce d'interstice là, ce qu'appelait Tesson les chemins noirs. Ces pistes qui sont signalées ou ces routes qui sont signalées sur les cartes IGN et qui sont top pour ce type de vélo parce que c'est très roulant et en même temps c'est pas des autoroutes, il n'y a personne dessus. Donc le vélo là-dessus, ça c'est symptomatique de ce que j'aime faire aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire faire plein de kilomètres, traverser des territoires, être dans des conditions où on subit pas la circulation et puis se regrouper avec des gens qui sont dans une démarche un peu alternative du vélo, un peu sympa. Il y a la mode qui s'est greffée là-dessus. Tu vois, là où c'est vrai que moi j'ai jamais adhéré au cuissard rose fluo et au vélo rose fluo qui coûte 5 000 €. Ça m'a jamais parlé, ce qui parle à une frange des cyclistes routiers. Mais par contre, je trouve ça sympa qu'on ait là des vélos qui soient souvent des vélos avec de la récup, et puis des gens qui prennent un soin un petit peu particulier à leurs vêtements. Tu vois, il y a toute une mode en fait qui se crée autour de ça, dans laquelle je rentre pas du tout, mais que je trouve sympathique. Parce que on copie pas par exemple le Tour de France, mais on crée une tendance qui rejoint plein d'autres mouvements. Tu vois, il y a beaucoup de graphistes dans ce type de cyclisme. Il y a beaucoup de gens qui sont sur l'esthétique, dans le milieu culturel. Et donc ils expriment sur le vélo aussi cette différence vestimentaire qui est sympa. Donc ça me plaît bien. Donc voilà, je pense sur le vélo, tu vois, en tout cas, bon, il y a plein d'autres choses à dire, hein, mais c'est... Oui, mais justement, il y a plein de choses à dire. Ouais. Toi, ta pratique du vélo personnel, tout seul, c'était là où je trouvais ça... Ouais. en tout cas, c'est ça qui m'a bluffé. Tu m'as dit, j'ai fait Grenoble-Saint-Raphaël à vélo. Ouais. Ouais, bah, depuis l'année dernière, tu vois, moi j'ai toujours aimé, je crois qu'on a tous des... Tu vois, comme je l'analyse, c'est que j'aime ces parcours qui permettent de relier la mer. Je trouve que l'objectif d'aller au bord de la mer quand tu viens des terres, il est extraordinaire. Et donc notre grande drive, notre course, c'est ça, c'est relier la mer depuis le pas de la porte et aller jusqu'au bord de la mer. Et si possible, tu arrives dans la mer, tu te baignes et là, tu as le sentiment de liberté totale, la géographie qui s'ouvre vers toi. Tu es arrêté par un élément que tu ne peux pas franchir, mais tu es allé au bout de la route et tu as une récompense. Donc c'est vrai que là, comme on jongle avec la famille entre le sud et Grenoble, l'année dernière déjà, j'avais un peu expérimenté ces trajets, d'aller justement, au lieu de prendre le train ou la voiture, pourquoi pas faire ces trajets en vélo, comme ça. Bah, je fais un peu d'exercice physique, c'est sympa, ça répond à un besoin physique qui est jamais trop assouvi. Et puis en même temps, on fait un trajet intéressant et voilà. En fait, on allie l'utile à l'agréable et on ne sait pas trop ce qui est utile et agréable dans le lot parce que faire du vélo, c'est utile pour ton corps, mais c'est aussi agréable. Enfin, tu vois, Mais donc j'ai fait l'année dernière, j'avais fait le trajet où j'avais relié donc Nice, où je vais travailler souvent l'été, jusqu'à Grenoble. Et la motivation que j'avais eue, c'était de retrouver ma famille, mes filles et ma compagne à Grenoble. Donc au départ, je m'étais dit on verra bien, je le ferai peut-être pas en une journée. Puis au fur et à mesure que j'avançais, je me dis il n'y a pas moyen que j'arrive pas à la maison cette nuit. Et en arrivant, je me suis dit bah finalement, tu vois, parce que je faisais un peu de triathlon les années précédentes, je faisais un peu de trail. Et je me disais finalement,
pour faire des choses comme ça, où tu te dépasses un peu, même si ce n'est pas des exploits, mais tu te dépasses, tu vas un peu au-delà des limites. Ça fait quand même combien de kilomètres Mais ça fait beaucoup, mais si tu veux, il y a des gens qui font le double, tu vois. Donc oui, on est toujours, non, si tu veux, les talons... soyons factuels, là, ça fait quelle distance? C'est 350 km. Voilà. Plus des dénivelés. Et des dénivelés, ouais, qui sont pas... La route, elle est pas... c'est pas l'Everest, quoi. C'est pas du plat, quand même. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, pour certaines personnes, 50 km de vélo, c'est le bout du monde. Et pour d'autres, 700 km, ça va être sa limite. Il y a des gens, ils font des records. Je ne sais plus combien c'est. Tu sais, il y a des courses sur le circuit des 24 heures du Mans où des gens en 24 heures vont parcourir plus de 700 km. Je ne sais même plus combien c'est incroyable. Donc tu vois, on est toujours sujet à ces échelles où nos limites ne sont pas les limites des autres. Alors, donc c'est des chiffres, c'est vrai. On va te dire, bah oui, mais c'est vrai que toi tu dis ça, mais je vais pouvoir te citer des milliers de gens aussi qui vont dire, ouais, ok, très bien. D'accord, non mais il ne s'agit pas dans ma démarche de dire c'est un record, c'est pas un record, peu importe. Non mais là ce qui m'intéresse c'est que tu donnes la distance, le dénivelé. Donc c'est quoi à ton avis? C'est 20 km ça doit pas de être beaucoup, positif, ça doit être, je pense que si c'est 3000, c'est le grand max. Je Ah, suis même pas d'accord. sûr que ce soit 3000. J'aurais pensé que c'était plus. Non, c'est pas trop. Et tu empruntes des chemins connus. Est-ce que c'est la route Napoléon par exemple que tu... Bah, je prends un bout de la route Napoléon. En fait, je cherche pas du tout à éviter les axes. Pour une raison pratique, ça reste quand même un trajet où à la fin du trajet, je travaille. Parce que c'est ça, hein, l'année dernière, quand je descendais, j'arrivais, le lendemain, je travaillais. Donc il fallait que je sois en forme. Donc c'est pour ça que je prenais la route principale, le grand axe secondaire que prennent beaucoup de vacanciers. Le côté rigolo l'année dernière aussi qui faisait réfléchir, c'est que je me retrouvais dans les bouchons. Mais dans des bouchons que j'occultais totalement. Où je me retrouvais à doubler pendant des dizaines de kilomètres des bouchons de bagnoles de gens qui partaient en vacances. Et qui avaient, une voiture sur 5 avait 2 ou 3 vélos sur le coffre. Et je trouve que c'est une drôle de situation quand même. Où tu te dis que les gens te voient passer, ils t'ont vu passer 5 fois, ils ont le vélo sur le coffre, donc ils ont prévu d'aller faire du vélo pendant leurs vacances. Ils ont engagé toute une logistique pour y aller, ils prennent la voiture. Et alors que finalement, tu vois, moi je fais ce trajet-là, j'occulte tout le côté hyper négatif des vacances qui est le bouchon. Pour moi c'est un cauchemar, c'est l'horreur totale, c'est l'auto-aliénation, l'auto-asservissement à la machine. C'est en plus de la machine, tu restes des heures de plus dans la machine parce que tu as choisi comme des milliers d'autres de partir au même moment par la même route, etc. Là où tu pourrais te dire, bah, finalement, pourquoi j'irais pas en vélo à cet endroit-là? Pourquoi pas? Et ça fait te poser quand même plein de questions. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que j'ai croisé des gens au haltes, des gens qui m'avaient activé, qui me disaient, mais on vous a vu il y a 400 km, il y a 200 km, on t'a croisé, t'es là, t'es déjà là, et qui me disaient, mais on t'a vu passer, on s'est dit, mais il a tout compris lui. Et je me le disais en franchissant, c'est pas possible que les gens ils se disent soit bah tiens il a tout compris lui, ou il est fou, il va se faire écraser. Enfin tu vois, qu'il y avait forcément une espèce de commentaire global, et que là le vélo encore plus que jamais avait cette espèce de message publicitaire ou message, tu vois, de dire réfléchissez un peu, vous pourriez être à ma place. C'est vrai que quand ça circule bien, vous me frôlez, parce que souvent sur ces routes-là, les gens ils te frôlent. C'est pareil, tu peux compter mathématiquement, tu sais que toutes les 25 bagnoles, tu as quelqu'un qui va te frôler un peu plus que d'habitude, qui va te mettre en danger. Si tu l'invectives, il va en plus t'agresser. Enfin, et donc là, tu te retrouves dans le truc inverse où tu doubles des files de voitures. Et en fait, tu es un peu fier aussi. Tu vois, tu as une fierté de te dire, bah ouais, moi je le fais comme ça, et c'est moi qui ai raison au final. Voilà. Et pour une fois, c'est visible, c'est flagrant. Donc là, c'était le trajet. Ça, c'était le trajet donc, pour aller dans l'autre sens que j'avais fait en 2 jours. Alors, Grenoble-Saint-Raph, je l'ai fait cette année. Ah, cette année aussi? C'est là. Donc 2 fois? Ouais, je l'ai fait 2 fois. Sauf que l'année dernière, je m'étais arrêté au lac de Sainte-Croix. Pas parce que j'étais fatigué, mais parce que j'avais programmé comme ça. Je voulais dormir au bord du lac et je crois que j'avais envie de me dire que j'avais envie de me baigner le matin et tout ça. Sainte-Croix, c'est 75 km d'ici. Donc quand tu as fait ces 300 km à peu près le trajet, quand tu as fait les 225 km, franchement, si tu as bien géré, les 75 qui restent, ça reste entre guillemets une sorte de... Enfin, tu sais que ton corps, il peut le faire, tu n'étais plus à ça près, je pense. Et l'année dernière, je m'étais arrêté. Donc tu as fait un bivouac à Sainte-Croix? J'avais dormi... Tu avais emporté une tente J'avais pas pris de tente, non. Non, j'avais dormi, j'avais pris mon duvet, mon matelas. Voilà. Mais cette année, j'avais dit, pour plein de raisons, c'est complexe. Hein. C'était long, c'était fatigant, mais voilà, ça s'est fait. Le lendemain, j'étais quand même pas trop en mauvais état. Puis surtout, il y a une motivation, tu vois, qui est une motivation énorme, de savoir que tu vas dormir dans un lit au bout, après 11 heures, je sais plus combien ça a duré, 14 heures, tu as 14 heures où tu es sur ta selle. En plus, j'ai démarré tard, tu vois. J'ai fait une interview à France Bleu Héros avant, je suis parti à 11 heures de Grenoble.
en me disant bon bah voilà, de toute façon on arrivera à l'heure qu'on arrive. Rouler de nuit, c'est plus un problème parce qu'on a équipé les vélos avec des dynamos. Donc en fait, on peut rouler de nuit, on a un éclairage qui nous met en sécurité. Puis il y a beaucoup moins de voitures, donc on est plus en sécurité sur cette route-là de nuit que de jour. Donc toi, tu préfères de nuit Eh ben, je préfère, je ne sais pas si je préfère. Ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience qui est intéressante. Que j'avais déjà un peu menée l'année dernière sur ce même trajet. Où là, pour des questions de météo, il avait eu des gros orages et donc rouler de nuit, c'était mystique parce que il y avait des parfums. Tu sais, tu avais la chaleur et l'humidité du bitume qui ressortaient, donc tu avais une espèce de vapeur d'eau, plus tous les parfums des aromatiques du sud qui ressortaient. Donc tu roulais et tu avais une ambiance hallucinante. Plus les rencontres, j'avais rencontré plein de petits animaux, des renards, des renardeaux en bord de route. Enfin, tu étais dans une espèce de monde, tu sais, magique. Et la température est peut-être plus clémente aussi. Il fait plus frais. À tout point de vue, c'est intéressant. On roule pas de nuit à vélo. Alors, beaucoup vont... En fait, je pense que c'est la peur. Il y a quand même la peur. C'est la peur de te retrouver seul au milieu de la nuit avec un crevaison. C'est la peur de te faire percuter par quelqu'un qui roule, qui est ivre, parce que c'est des heures aussi où les gens sortent de boîtes de nuit, etc. C'est la peur de la nuit, la peur de l'obscurité, c'est tout ça. C'est cette espèce de te retrouver. Et c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, quand j'ai passé les gorges du Verdon, il y a des portions, avant de redescendre sur Draguignan, tu as des portions de forêt très très belles, des vieilles chênées, vraiment magnifiques. Hein. Mais alors c'est vrai, tu passes de nuit là-dedans, dans ces petites routes, c'est très impressionnant parce que tu es là avec ton halo de lumière dans cette espèce de couloir, et puis tu vois rien, il n'y a pas un son, de temps en temps une voiture qui passe, tu sais jamais trop sur qui tu vas tomber, tu sais, ça crée... chaque voiture qui passe, elle crée une espèce d'interrogation. Est-ce qu'il va rouler vite? Est-ce qu'il va me voir? Est-ce qu'il va s'arrêter? Enfin, tu vois. Et je pense que la peur souvent explique qu'on ne le fasse pas, alors que sur plein d'autres aspects, bah, il fait moins chaud, il y a moins de voitures, donc c'est moins dangereux. Tu vois, il y a plein d'aspects positifs aussi. C'est simplement une sorte de code aussi. On ne roule pas trop de nuit parce que telle et telle raison, mais c'est la peur. Je pense que c'est la peur surtout. Et le fait d'être comme ça, donc seul dans un effort physique qui est long, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te demandes si tu es bien conscient de ce qui se passe, tu vois, enfin, tu disais qu'il y avait donc cet espace de lumière devant toi. Est-ce que, enfin, pour moi, tu n'as pas la même perception de nuit dans ces conditions-là que tu l'as du jour, de la distance comment ça se passe justement cette conscience de la réalité que tu as durant l'effort avec la fatigue où tu peux être dans un état un peu second, il n'y a pas une inquiétude, est-ce que je suis encore bien réveillé, tu vois Alors j'ai pas, justement je me posais la question, c'était très dur à la fin en redescendant sur Draguignan parce que je me rappelais plus comment était la route. Donc je montais après le lac de Sainte-Croix, tu montes et puis comme la nuit t'enlèves toute notion de vision, d'horizon, tu as beaucoup moins la capacité de deviner la configuration de la route. Tu sais, quand tu es dans un paysage, quand tu as un peu l'habitude, tu vois les choses venir. Tu commences à voir les hauteurs des forêts, tu dis bon bah là j'arrive à un col. Et en plus l'arrivée sur le lac de Sainte-Croix, c'est magnifique de jour. Tout à fait, ouais. Là y a le lac, je l'ai deviné, tu vois, je l'ai perçu, j'ai vu plus ou moins à l'eau de lumière. En plus je me suis trompé au lac de Sainte-Croix parce que j'étais beaucoup au GPS là. J'avais le GPS dans le dos avec la voix de la dame qui me disait tourne à droite. Et puis elle m'a fait aller passer par quelques trucs un peu accessoires qui devaient être des bonnes idées, mais qui la nuit sont un peu ennuyeuses parce que tu te dis j'espère qu'elle me fait pas faire des kilomètres en plus et parce que là à cette heure-là tu t'en moques en fait de passer sur les grands axes. Enfin, toujours est-il que tu peux moins prévoir. Donc l'effort, tu as encore plus de mal à préparer ton corps à un effort en te disant bah tiens le col il va arriver bientôt, je le perçois. Tu arrives quand même un peu avec les lumières des bagnoles. Les quelques voitures qui viennent, tu arrives à dire tiens la route elle passe là, d'accord. Ça t'aide. Et après la lucidité, j'ai pas, je pense que j'ai pas encore, et peut-être c'est une chose à chercher, mais j'ai jamais atteint un stade où je me suis dit, tu vois, je suis plus conscient où je me fais peur, par exemple. Tu vois, par exemple, alors l'année dernière, quand j'étais revenu à la maison, j'étais tombé. J'avais fait une chute à 60 km de la maison.
mais qui était une chute, je pense, qui était certes peut-être liée à un manque de lucidité, mais en même temps, c'était vraiment un problème de balisage de nuit qui était pas lisible. C'est-à-dire que là où j'ai cru voir une ligne blanche, c'était un tout petit rebord de trottoir qui a fait que quand j'ai ripé dessus, j'ai eu la surprise de me retrouver sur quelque chose de râpeux alors que je pensais que c'était plane. Et je suis tombé comme ça, et heureusement, je me suis rien fait. Mais là, tu vois, il n'y a eu aucun moment où je me suis fait peur. Par contre, c'est clair que dans les descentes, à chaque fois qu'il y avait des descentes, et il y en a beaucoup quand tu redescends de Draguignan, tu as 2 fois 10 km à peu près de descente, avec des épingles et tout. Et donc, tu t'imagines bien, quand tu tournes, ton phare est un peu mobile, mais il n'éclaire pas l'épingle, donc tu es obligé de conduire avec quand même une autre manière enfin, tu pilotes de manière différente. Et là, je me disais toujours, voilà, sois super vigilant, te laisse pas mener. Puis il y a un truc sonore, tu sais, il y a la dynamo qui fait une espèce de sifflement, les freins qui couinent, il y a tout un truc il y a un côté un peu dramatique qu'il n'y a pas en pleine journée. Il n'y a pas de son, mais tu as juste le son de la machine. Et cette espèce de découverte, un peu de halo de lumière. Donc là, j'étais très très prudent dans les descentes. Et après, régulièrement, je regardais mes jambes et j'écoutais vachement regarder les jambes un peu en mode, elles tournent toujours, elles sont toujours là. À un moment donné, ça devient vraiment, tu as l'impression qu'il y a une coupure qui se fait entre le haut et le bas, où les jambes, elles faisaient vraiment partie de la machine, quoi. Et je les regardais en me disant, voilà, ça va bien. Et j'étais à l'écoute des douleurs, tu vois, des douleurs ligamentaires, etc., qui étaient présentes, mais qui était beaucoup lié au fait que moins d'une semaine avant, j'avais quand même bien forcé sur mes chevilles, sur toutes mes articulations avec la course à pied. Et tout ça, ça l'a réveillé un peu, tu vois. Je le sentais qui était là et je m'arrangeais pour... tu sais, je sais pas si tu fais ça en courant, mais tu as plein de manières de régler tes appuis. Et donc, quand tu sens des douleurs, tu vas compenser par plein de petits ajustements. Et en vélo, c'est pareil. Tu vas choisir de plus tirer, comme c'est des pédales automatiques, tu peux tirer plus que pousser. Et donc tu vas réussir comme ça à supprimer les douleurs en ajustant ton mouvement, quoi, et en poussant pas, en appuyant, enfin voilà. Donc là, tu es très à l'écoute de ça, juste pour éviter à un moment donné de te retrouver à avoir super mal et de te retrouver sur le bord de la route à devoir dormir là. Mais c'est vrai que je me suis bien posé à un moment donné, mais j'ai eu un moment donné envie de dormir et puis pas de perte de lucidité flagrante. Par contre, c'est vrai qu'une volonté d'aller à l'efficacité, c'est-à-dire à Draguignan, j'ai pris la grande route, la 4 voies, sans me poser la question, mais j'étais toujours super prudent. Instinct de survie qui fait que dès qu'il y a des voitures, tu sais, boum, tu te mets sur le côté. J'étais très visible, mais quand même. J'ai des LED sur une dynamo des années 70, tu vois, c'est une vieille dynamo et c'est hyper puissant. Tu le vois au comportement des automobilistes. En fait, les gens se disent, ils voient ça, ils pensent à une mobilette, je pense. Donc ils se disent, ok, mobilette, véhicule à moteur, on le considère comme faisant partie du même monde et donc on suit les mêmes codes. Alors que si tu es avec une lampe frontale, piéton sur le bord de la route et tout ça, souvent les gens ils t'en mettent plein la figure. Et ils vont enlever au dernier moment quand ils sont sûrs de bien t'avoir identifié, parce qu'en fait ils ne t'identifient pas. Quand ta lumière n'est pas forte, ils ne savent pas ce que c'est. Et ça leur fait peur, je pense qu'il y a une peur aussi. Tu le vois dans les comportements des voitures qui te doublent la nuit. C'est une espèce de truc où, tu sais, imagine-toi, tu es en plein milieu d'une espèce de route qui serpente, au milieu de la pampa et tout du Verdon. Et là, tu as un objet marchand ou roulant non identifié. Souvent, les gens, paf, ils mettent plein phare pour bien comprendre. Tu vois, parce que c'est vrai, on voit pas trop la nuit. Puis la voiture, voilà, elle éclaire, mais elle déforme. Donc là, je sais que c'était super opérant de ce point de vue-là, quoi. Après, j'ai vraiment attendu la nuit tombée pour mettre mes phares. Donc j'ai roulé pendant la pénombre un petit peu comme ça, parce que la dynamo, elle a une grosse incidence sur l'efficacité. C'est une dynamo à l'ancienne qui frotte contre la roue arrière et tu perds quand même sacrément en rendement, quoi. Et t'as pas envie de prendre une dynamo plus récente qui a une meilleure efficacité? Bah non, parce que quand on a le vélo que j'ai là, c'est un vélo, c'est un objet qui, on va dire, est hétéroclite, mais en tout cas, c'est le résultat il y a 3 ans, j'ai racheté un vélo neuf. Ça faisait des années que j'avais pas acheté un vélo neuf, et j'ai eu que des problèmes avec ce vélo neuf, mais de bout en bout, jusqu'à devoir peut-être le repayer 2 fois, etc. J'étais incapable de le réparer parce que la technologie me dépassait. Et j'ai complètement fait marche arrière, j'ai revendu ce vélo-là. Et avec le prix de ce vélo-là, je me suis racheté 2 vélos. Un VTT qui me sert de vélo de travail pour encadrer. En gros, un beau vélo pour montrer aux enfants que je suis un vrai VTTiste avec un vrai vélo qui est beau et que j'utilise pour m'éclater un peu aussi. Et ce vélo-là qui a été remonté par un atelier ultra local où le cadre, c'est un vélo à moi que j'utilisais avant, mon ancien vélo de voyage. Un cadre qui vaut 10 balles. Il n'a rien de particulier ce cadre, si ce n'est qu'il est à ma taille et qu'il était dans mon garage et que plutôt que de le balancer ou de le laisser moisir, autant le garder. Les roues sont neuves, mais après tout le reste c'est des pièces de récupération
que le gars avait dans son atelier qui récupère toutes les pièces. Et la dynamo, c'est une dynamo des années 70, c'est increvable, tu vois, c'est super bien. C'est juste que voilà, c'est pas non plus fait pour faire des milliers de kilomètres, mais en même temps, une dynamo neuve comme ils font maintenant dans les moyeux, bah, ça t'offre une résistance certes plus faible, mais elle est continue. Tu peux pas débloquer la dynamo. Donc tu vas toujours avoir un moyeu qui va certes tourner pas trop mal, mais qui aura toujours une résistance. Alors que là, tu peux quand même la dynamo, hop, quand tu l'enlèves, il y a rien, c'est comme si elle n'était pas là. Donc ça a été moins cher et c'était utiliser du matos qui est déjà en place, qui est vieux, qui est donc soumis un peu, qui a été soumis à rude épreuve. Et ça allait bien avec le vélo finalement, tu vois, dans cette idée. Puis les lampes, l'éclairage, c'est dernier cri, c'est des LED voilà, très modernes. Et qu'est-ce que tu emportes? Et bah du coup, j'avais une sacoche. Et dans la sacoche, j'ai toujours moi la base, c'est-à-dire vêtements de pluie, donc pantalon et manteau de pluie, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être mouillé. C'est vraiment le problème majeur. J'avais une paire de chaussures pour pouvoir marcher ensuite ici, parce que j'avais des chaussures de vélo. J'avais 2 gourdes, un canif qui sert à tout, à me protéger, comme à, c'est pas que je sois particulièrement comment dire, je suis pas paranoïaque, mais le canif, voilà, il est là aussi. Quand tu roules de nuit, j'ai toujours le canif à l'arrière de la veste. Et puis aussi pour couper, voilà, me couper, puis même réparer. J'avais une trousse de réparation du vélo, avec tout ce qu'il faut pour réparer quand même la majorité des pannes. Et plein de nourriture. Là, j'ai refait, tu vois, le plein de nourriture, parce que là, c'est vraiment l'idée, c'est peut-être moins qu'en marchant ou en courant, mais la machine, vraiment, c'est à toi. Il faut que tu es là à constamment alimenter en fait, pour ne pas tomber dans une hypoglycémie, etc. Donc, constamment à nourrir la machine, avoir durable. Psychologiquement, de te dire que tu as toujours dans la sacoche de quoi manger. Tu vois, jusqu'au bout, j'ai traîné des trucs, j'avais des trucs. Il faut arriver avec toujours des choses dans la sacoche, quoi. Tu sais que tu peux, voilà, si tu as un coup de barre, tu auras toujours des graines, des petites tartes, des trucs un peu variés. Prendre des trucs qui te plaisent. Alors, c'est des trucs débiles, hein, des fois. Hein. Là, j'avais acheté j'avais acheté des nounours au chocolat, parce que c'est vrai que quand tu fais des efforts comme ça, très vite ton organisme il veut plus rien manger. Il y a plein de choses qui refusent. Les barres céréalières par exemple, moi tu m'en donnes 2, après je peux plus en manger. Puis en plus c'est très peu digeste. Donc tu as envie d'acheter des trucs qui, entre les choses qui te nourrissent vraiment, vont être des trucs qui vont te faire plaisir, qui vont te donner envie de manger. Et le nounours comme ça en chocolat, c'était un truc où je le prenais de temps en temps directement, puis ça me redonnait un petit boost, puis ça me redonnait un petit peu de gaieté. Voilà. Tu vois, après, je me suis arrêté à Sisteron, j'ai fait un grand plat de pâtes. Je me suis fait un plat de pâtes le matin même, quand je suis parti. Dans un resto? Ouais, dans un resto, ouais. Ouais. J'ai cherché, je suis arrivé très tôt. De toute façon, j'avais dit, voilà, Sisteron, je m'arrête, je mange. Et après, comme ça, je savais que j'ai le plat de pâtes, je sais qu'il me donne 3-4 heures d'autonomie. C'est pas que je vais pas manger pendant 4 heures, mais je sais que je peux, avec ça, je vais avancer. Mais c'est dans la tête, hein, beaucoup aussi. Hein. Faut se dire que c'est des choses, c'est des superstitions. Parce que certes, les sucres lents, ça aide, mais tu vois, il y a un effet boost qui est bien avant que les pâtes elles rentrent dans ton organisme. Il y a un truc qui te fait paf, ça y est, j'ai les pâtes, tu peux repartir. Alors que tu es arrivé, tu étais un peu fatigué, tu repars, tu sais que tu as le truc là et c'est en toi, mais c'est un support. C'est un peu comme la ventoline pour l'asthmatique, tu vois. Tu t'es un peu reposé quand même. Et je me suis un petit peu reposé, ouais, mais je me suis très peu arrêté sur le trajet parce que je voulais arriver pas trop tard. J'avais pas envie de les déranger et puis je voulais pas que ça dure, tu vois. Et du coup, je l'ai fait vraiment en mode machine. J'ai très peu apprécié le paysage. Et là, toute la dernière partie de nuit, j'ai eu un très beau coucher de soleil, mais après c'était pas forcément super agréable. C'était un vrai trajet. Je l'ai pris vraiment comme un trajet utile, tu vois. C'était un truc comme ça. Après, ce qui se passe dans ta tête, les pensées que tu as et tout, c'est un peu difficile à reprendre. Je pense que je pensais à plein de choses, c'est sûr, mais j'étais quand même dans cette espèce de volonté d'arriver, quoi. C'est tout, je vais arriver. Et un point, c'est tout. Et la nourriture, alors tu la stockes, t'as des poches Non, j'avais un peu dans le dos parce que j'ai une espèce de petite. Tu vois, je me suis posé la question avant de partir. Ça fait un petit bout de temps que je veux m'acheter une sacoche pour pouvoir mettre devant des petites choses à manger. Juste une sacoche sur mon cadre, petite sacoche où je puisse mettre mon téléphone, la charge de téléphone et puis un peu de nourriture. Je suis allé au magasin pour acheter des nouveaux patates freins la veille parce que j'avais plus de freins sur mon vélo. Et quand j'ai vu les prix de la sacoche, j'ai fait, tu sais quoi, on attendra bien encore une fois, quoi. Tu vois, il y a des trucs où très souvent, et ça c'est un peu un refus de me dire, voilà, arrêtons de consommer à chaque fois, on a un besoin, il faut trouver quelque chose pour répondre aux besoins.
je me suis débrouillé très bien au final puisque j'avais le téléphone dans la poche. Comme je te dis, j'avais le GPS qui me parlait dans le dos. Des fois, je me tournais un peu pour l'écouter. Et ton téléphone, tu le recharges avec la dynamo Et non, j'aurais pu mettre en place un truc comme ça, mais là, j'ai une batterie extérieure. Tu sais, les batteries classiques là, que tu achètes, qui marchent super bien, qui recharge ma montre. Parce que la montre, elle me donne la statistique tu vois, Où est-ce que tu as comment c'est les montres Garmin de base, qui d'ailleurs m'a planté au bout de 170 km. Elle a bugué parce qu'en fait, le câble ne marchait plus pour la recharger. Donc à un moment donné, j'étais content parce que c'est vrai, quand tu sais que tu as 300 km, de temps en temps de regarder la montre, ça te fait du bien de te dire, bon voilà, j'ai fait tant d'heures, ok, j'ai mis 5 heures pour faire ça, donc il me reste 6 heures et tout. Puis après, quand elle a bugué, j'ai fait, tu sais quoi, de toute façon, voilà, il y a 300 km, tu vas y arriver. J'avais le GPS qui me disait, qui me donnait avec Google Maps, qui me donnait, tu vois, il me disait plus ou moins le temps qu'il me restait. Comme ça, j'ai pu les prévenir. C'était quand même sympa pour ça. La technologie, elle est bien quand même pour ça, parce que c'est vrai que là, j'ai pas eu à me poser de questions. Et de nuit, autour du Verdon, ça aurait été compliqué pour certains endroits de retrouver la route et tout. Je l'avais plus en tête. C'est pour ça que j'étais vraiment dans le mode, j'avais même pas à réfléchir à la route, tu vois. J'avais juste à rouler. Et j'ai croisé 2 cyclistes. J'ai croisé personne, c'est fou. J'ai croisé 2 cyclistes quoi, sur 300 km. Et c'est ce qui est frappant à chaque fois. C'est de voir que ça reste des choses. Et tu t'es arrêté pour discuter un peu avec eux ou vous êtes juste croisés Non, on s'est croisés comme ça. J'ai dû dire coucou à deux cyclos qui étaient avec des sacoches. Et puis après, c'est des cyclistes de route qui souvent aussi. Les cyclistes de route, tu sais, tu as des codes, c'est toujours pareil. En général, ils ne te saluent pas quand tu as un vélo comme ça, parce que ça ne ressemble pas à un vélo, tu n'as pas le code vestimentaire, c'est comme les motards, tu vois. C'est peut-être même pire que les motards. Et du coup, les cyclistes de route, ce que j'ai remarqué, moi j'ai des théories, mais c'est en fonction de l'heure à laquelle ils te croisent, ils vont te saluer ou pas. Parce qu'ils considèrent que si à telle heure ils te croisent, c'est que tu es un vrai cycliste, tu n'es pas un branquignol. Et donc ils vont daigner de saluer, puisqu'il y a un peu un truc élitiste de, tu comprends, moi je fais de la route, je fais, je sais pas, 8000 km par an, donc on n'est pas dans le même monde, tu vois. Et ça c'est très drôle, mais c'est frappant, hein, c'est frappant, c'est très rigolo. Et donc là, il y a des gens qui m'ont salué parce que c'était la tombée de la nuit et qu'ils ont dû dire, ce mec-là, il ne doit pas venir 10 km puisqu'il est là, la tombée de la nuit, comme moi. C'est un vrai, quoi. Sous-entendu, il y a les faux, puis il y a les vrais, quoi. C'est drôle. Mais t'es en rite, ça. Donc moi, j'ai tendance à saluer beaucoup les cyclos en sacoche. Les gravels, donc ces types de vélos, je les salue quand même aussi parce que pour moi, ça correspond à... Je sais déjà qu'il y a un autre esprit, même si c'est pareil, c'est corporatiste, hein. Et puis les cyclistes de route, c'est rigolo. J'ai tendance à les saluer, mais très souvent, ça me fait rire parce que très souvent, tu prends des vents parce que juste, t'as pas le caleçon rose fluo et le vélo à 6000 balles. Parce que il y en a beaucoup qui sont vraiment dans une logique de consommation terrible. Les vélos, les cyclistes de route, le vélo, t'es vendu tous les 2 ans, tu le changes. Enfin, tu vois, t'as plein de clichés, hein, mais qui sont des réalités. Hein. Il y a peut-être aussi, moi je suis plutôt sur la course à pied que sur le cyclisme, il y a peut-être aussi l'idée que l'accessoire fait partie de l'effort. C'est un élément qui va te permettre d'être plus performant. Parce que tu as les bonnes chaussures, tu as le bon maillot, tu as le bon t-shirt. Oui, il y a la recherche de la performance. Je cours avec un pantalon de rando et des t-shirts en coton qui datent d'il y a 10 ou 15 ans que j'ai eu pour une course intérieure. J'ai absolument pas un look de coureur. Quelquefois même je suis en pantalon parce qu'il fait froid jusqu'à... Enfin pas en pantalon, en jean, hein, mais je suis en pantalon de rando avec le bas du pantalon de rando jusqu'à l'arrivée quasiment. Ah ouais. Mais tu sais, moi, souvent, ça me fait vraiment penser à cette histoire de l'habit ne fait pas le moine. Et du coup, c'est presque une provocation parfois d'être volontairement pas dans le code vestimentaire. Et pour autant, de prouver par les actes que si tu dois faire partie d'une tribu, t'en fais partie et t'as pas à rougir, quoi. Et que le costume n'a jamais rien dit sur l'homme et sur la personne qui le porte, quoi. Mais on en est là, on est dans cette... dans cette illusion que l'outil va transcender l'homme, que la technologie va lui donner des ailes, et le vélo, il remet bien les gens à leur place. Quand tu te retrouves comme ça, à faire dans des itinéraires à tous à vélo, ça remet à plat les choses violemment, et c'est bien, c'est une bonne chose. Ça remet tout le monde à sa place. Ça te montre qu'on n'est pas tous égaux, qu'il y a des gens qui montent très bien, il y en a qui montent pas bien, tu vois, et que le vélo, il fait rien. Voilà, il fait rien. En triathlon, c'était typique. L'exemple, moi, du triathlon Marseille, où je vais faire vérifier mon vélo, tu sais, dans les stands avant la course, il y a des mecs qui te règlent tes vélos. Le mec, il fait tourner ma roue arrière, il me dit, c'est pas pour me vanter, hein, mais c'est juste pour le côté rigolo. Il me dit, avec la roue que tu as, si tu doubles quelqu'un, tu lui donnes une corde pour te faire pendre.
Sous-entendu, ma roue, et je le savais, c'était une roue qui tournait pas. C'était une merde totale. Mon vélo, c'était un truc, la roue ne tournait pas, les roulements étaient foutus, etc. Et ben voilà, et ben ça n'empêche pas, avec un vélo pourri comme ça, qui n'est pas un vélo pourri d'ailleurs, mais des roues pourries, bah de doubler des gens avec des espèces de fusées qui valent 7-8 000 balles et de les doubler en montée. Ça donne rien, ça, voilà. Oui, ça donne un petit plus, c'est vrai. Mais au niveau où on joue, qui est un niveau d'amateur lambda, ça change rien, tu vois. Ça joue probablement dans les sphères des sportifs. Ouais, mais peut-être qu'il voulait te donner un conseil, il voulait attirer ton attention sur le fait que si tu avais envie d'aller plus vite, il faudrait changer ta roue. Ah mais il rigolait, il disait franchement, ta roue c'est une daube totale. C'était un truc total. Et je le savais. Et parce que je le voyais bien, ça roulait, ça tournait pas. En descente, ça tournait pas par exemple. En descente, j'étais obligé de pédaler comme un malade. Et en montée, tu le ressentais moins, c'est ça qui est rigolo. En montée, mais en descente, voilà, c'était pas entraîné, quoi. Il y avait pas je pense que la traction jouait moins, c'était plus la capacité des roulements à fonctionner, quoi. Et de la même manière, j'ai une anecdote comme ça en triathlon où on a le triathlon près du lac d'Annecy où on se retrouve à plusieurs à crever au même endroit parce que des locaux avaient mis des punaises sur le sol pour se plaindre en fait de l'organisation de cet événement. Donc on se retrouve à 3-4 à crever, quoi. Double crevaison, enfin en gros t'es plié au sol, c'est foutu. La course elle est terminée, tu dois attendre la voiture balai, quoi. Et en attendant comme ça, on a assisté à un accident en direct en fait où une personne a coupé la route parce que la circulation n'était pas arrêtée. Et là tu as un type qui arrivait une pleine balle en vélo et qui ne s'est pas fait punaiser, mais au même endroit qui se prend une bagnole plein fouet, quoi. Paf, qui se fait exploser. Le mec il sort, il explose indemne, il avait rien du tout, le vélo plié, et le mec il était comme ça limite à pleurer parce que son vélo coûtait 8000 balles. Et il pensait même pas à son corps, mais c'était son vélo qui l'inquiétait. C'était, tu vois, et on en est là. On est dans cette espèce de drôle de monde où l'outil prend le pas sur l'humain. Voilà. Donc étrange. Bon, donc ça c'était le cyclisme. Il y a donc un autre point que tu avais abordé, mais je voulais qu'on finisse le cyclisme avant de passer à la course à pied. Donc là, cette fois, ce grand trajet, tu l'as fait en courant. Et alors je l'ai pas fait. Déjà, je l'ai pas fait en entier, puisque il y avait 400 km et que j'ai pas fait les 400 km. Pas parce que j'avais pas les jambes, ça on le saura jamais. Peut-être que je les avais pas, mais en tout cas là je me suis arrêté avant parce que j'avais 7 jours. Voilà. J'avais cette interview à France Bleu Héros et puis j'avais des petites choses à faire quand même. Comment ? Isère, ouais, excuse-moi. J'avais des petites choses à faire parce que ça faisait. J'étais parti pour faire un trek avec des enfants, donc ça me faisait 2 semaines sans être à la maison, sans avoir accès à mon téléphone. Donc là, c'était Nice-Grenoble. Là, c'était Nice-Grenoble sur le papier et je me suis arrêté à Serponçon. Ce qui faisait quand même 280. Non, c'était 230 km à peu près. Ouais, un peu c'est plus. quand même pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. Après, c'est toujours pareil, tu vois. C'est toujours très, très subjectif. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois encore, par contre, là, je me suis arrêté. J'avais l'objectif, tu vois. Peut-être je suis pas allé jusqu'à Grenoble déjà parce que les filles n'y étaient pas. Donc la motivation pour aller au bout, elle n'y était pas parce que j'avais personne qui m'attendait à la maison. Alors au final, tu dis pourquoi le faire ? Pour dire que je l'ai fait ? Bon, tu vois. Donc dans le détail, ces journées, parce que tu n'as pas fait 230 bornes sur une journée, évidemment. Non. Alors, raconte-nous ces journées. D'abord ta préparation. Tu es parti avec quoi ? Et ben là, je suis parti. Là, pour le coup, je me suis posé un peu la question. Et je me suis dit, il va falloir quand même avoir un sac un peu adapté parce que l'année dernière, j'avais fait un petit périple sur 3 jours pour des repérages en Belle Dôme, donc les Alpes près de chez nous. Et j'étais parti vraiment avec le sac de base tout pourri, mon sac de rando que j'ai depuis 25 ans, là, un 40 litres. Et j'avais, au bout d'une journée et demie, alors j'avais tout, j'avais les jambes, j'étais bien, mais j'avais des plaies d'âne batté, quoi. C'est-à-dire que j'avais les plaies de frottement en bas du dos parce que le sac bougeait dans tous les sens, qu'il n'était pas adapté à ce type d'effort. Et donc, rapage sur rapage, au bout d'un moment, tu as la peau à sang et en fait, tu peux plus. Ça devient une vraie douleur de courir alors même que ton corps, ça va bien sinon. Donc là, je m'étais dit, bon, il faut vraiment trouver une solution au niveau sac. Et donc, j'ai acheté un sac qui était un sac donc, de grande portance, c'est-à-dire à 40 litres, ce qui est gros déjà pour du trail, mais qui avait bien le bon système de bretelles, le bon système d'accroche de ceinture pour permettre de courir sans avoir de mouvement trop parasite et d'avoir le sac qui bouge dans tous les sens. Donc, j'ai acheté ça. Ça a été un peu mon achat. Mais en me disant, c'est pas juste pour ce projet, mais ça va être aussi pour mes repérages futurs et puis pour le VTT, parce que c'est un sac qui est adapté aussi pour le VTT.
donc pour mon boulot aussi. Et là-dedans, après, j'ai pris une partie du matériel que je jugeais essentiel, que j'avais déjà. J'ai rien acheté d'autre. On a la tente qu'on a achetée en 2008, voilà, donc une tente qui fait 2 kilos et quelques. On a un matelas, j'avais un matelas Thermarest qui, je ne sais pas combien il fait, mais il n'est pas très lourd, il doit faire 400-500 grammes. Un duvet qui doit faire 700-800 grammes, donc pas le plus léger, mais un vrai duvet en plume qui tient chaud. Donc ça, c'était pour le couchage. Et ensuite, j'avais toujours pareil, ma veste anti-pluie très fine et un pantalon de pluie très fin. J'avais 2 paires en gros, un caleçon de rechange et un caleçon sur moi, une paire de chaussettes sur moi, une paire de chaussettes dans le sac, un t-shirt de rechange. Et donc l'idée, c'est d'avoir un set propre que tu laves tous les jours en arrivant à l'étape dans une rivière et tout. Tu fais sécher sur le sac le lendemain, comme ça tu as les sous-vêtements propres, ce qui est quand même la base pour éviter les problèmes d'hygiène et puis les frottements, etc. Parce que c'est vraiment primordial de pouvoir te laver les pieds, de pouvoir te laver les parties intimes tous les jours, même. Et je me suis lavé franchement avec sa d'eau. C'est-à-dire que j'arrivais à me faire ma toilette, même en n'étant pas à côté d'une source d'eau, avec une toute petite gourde que j'avais, moins d'un litre, j'arrivais à me faire ma toilette intime et être propre, me sentir propre, tu vois. Et après, j'avais une petite popote avec un couvercle, un tout petit peu d'huile, un réchaud avec une petite bouteille. J'avais 4 ou 5 repas lyophilisés au fond du sac en backup en cas où j'avais un problème de pas trouver de repas que j'ai utilisé, voilà, qui ont bien servi. Et après des gourdes, 4 gourdes, mon chargeur de batterie, mon téléphone, une carte générale que j'ai pas du tout utilisée. Ton chargeur de batterie, tu charges comment? En solaire? Non. En fait, je charge avant. Et là, l'idée, c'était, tu vois, j'ai fait 2 nuits de camping ça a duré 7 jours. J'ai fait 2 nuits de camping. Et donc, ces 2 nuits de camping, je les ai faites au bout de 3 jours. Quand cette batterie-là commençait à être faible, du coup, au camping, je pouvais tout recharger, repartir pour 3 ou 4 jours d'autonomie, quoi. Mais j'aurais pu, tu vois, ça pourrait durer plus longtemps. Mais c'est vrai que je réfléchissais pas trop. J'avais dit au départ que je ferais pas une photo. Ça m'intéressait pas. En fait, j'en ai fait quelques-unes. Parce que je trouvais que ça dommage de ne pas pouvoir montrer. D'ailleurs, j'en ai pas montré des photos, je n'ai même pas montré mes photos à personne. Ça intéresse personne finalement. Mais il y avait des endroits vraiment très beaux et je me suis dit, c'est dommage de ne pas prendre une petite photo pour montrer aux enfants quand je reviens quand même. Et tu n'avais pas de pompe pour l'eau, pompe filtrante? Non, j'avais rien. Après, j'ai rencontré une infirmière qui m'a donné du micro pur dans un des campings. Je n'ai pas utilisé. Et j'en ai eu une pompe comme ça, mais c'est trop gros. Et puis surtout, mon itinéraire, c'était pas un itinéraire de haute montagne. Moi, je passais constamment, l'idée c'était au maximum de pouvoir passer par des villages. Tu vois, je suis passé par tous les hauts de bassin versant. C'est-à-dire je suis passé par le haut du Var, la haute vallée du Var, la haute vallée du Verdon. J'ai vu les sources du Verdon que je connaissais pas, qui est extraordinaire, je savais pas où c'était. Donc j'ai vu les sources, je suis passé juste au-dessus des sources. Espèce de cirque naturel avec 12 000 petits ruisseaux qui se croisent et qui s'entrecroisent et qui créent le Verdon. Ça, c'était génial. Et puis après, j'arrivais à trouver de la flotte partout. J'ai pris de l'eau un peu dans les rivières, parce qu'il y a des endroits où tu peux prendre, voilà, tu regardes, en étant un peu prudent, tu as peu de chance quand même d'être infecté. Puis après, j'ai eu plein de fontaines. Dans les villages des Alpes, il y a plein de fontaines. Dans les hameaux, il y a des fontaines partout. Donc j'avais mes 4 bouteilles et j'ai eu une fois où j'étais un peu à court d'eau, parce qu'il y a eu un soir où j'avais fait une grande étape et où j'avais misé sur une source en me disant je vais aller dormir là parce qu'il y avait une source marquée sur la carte, source qui n'existait pas, en l'occurrence qui était tarie, près d'un hameau qui était en ruine aujourd'hui, quoi. Et donc là je me suis retrouvé avec très peu d'eau. Et ironie du sort, c'est qu'il a plu pendant la nuit et que le lendemain la source elle coulait. Voilà. Il y avait de l'eau le lendemain matin. Mais quand j'y suis arrivé, le soir il n'y avait pas d'eau. C'était rigolo. Tu vois. Dans les gorges du Daluy, c'est trop beau ça. Donc ça, c'est toute la partie préparation, la partie équipement. Ouais. Ensuite, ça m'a pris rien, hein. J'ai rien fait. Hein. En fait, je savais déjà ce qu'il me fallait. Moi, je fais pas, tu vois, par exemple, je suis anti-tarp, anti-bâche. Maintenant, on te dit pour voyager léger, tu prends une petite bâche et tu montes une bâche, tu te protèges. Donc l'avantage de la tente par rapport à une bâche, ce que préconisent plein de gens aujourd'hui qui veulent voyager léger, c'est vrai qu'une tente, la mienne, elle fait 2,2 kg ou 2,3 kg, c'est pas léger, hein. C'est une tente de place, petite, mais tente de place. C'est que tu es protégé des insectes, tu es protégé vraiment efficacement de la pluie, même une pluie, on va dire, transversale, parce que la pluie, elle tombe pas que comme ça. Donc quand tu as une bâche, elle est ouverte des deux côtés, et donc s'il pleut comme ça, bah, tu en as plein partout. Donc tu portes un truc qui est vraiment une cellule de survie. Avec une tente, tu peux survivre contre un orage de grêle, un truc vraiment violent. Dans la minute, tu es protégé, tu vas être au chaud,
t'es vraiment, tu vois, t'es super, c'est une capsule de survie, vraiment. Donc ça vaut bien la peine de la porter parce qu'elle est là pour te sauver en cas de problème, quoi, tu vois. Il y a des gens, ils meurent encore chaque année en montagne bêtement, hein, parce qu'ils se prennent une chute de neige en plein été. Il y a eu un trek en Chine, je crois, où il y a eu une dizaine de personnes qui sont mortes. Il y a eu un orage de grêle et plein de gens sont morts de froid. De froid, ouais, voilà. Ouais. Bah, tu vois, tu as la tente, ça arrive, bim, tu montes ta tente, et ça prend 3 minutes à monter une tente quand tu es motivé. Hein. Et après, tu es à l'abri. Hein. Et là, j'ai dû jouer justement, moi, le seul truc que j'avais pas, c'était du chaud, la protection chaleur. J'avais pas de polaire. Pas de polaire, j'avais un collant double que j'avais réservé en me disant, pour courir s'il fait froid, j'avais un collant de course à pied long. Sinon, je courais avec une espèce de lycra de base, tout pourri, enfin voilà, tu vois, je te dis. Mais ouais, la tente, c'est vraiment pour moi, c'est le truc, faut pas lésiner, il n'y a pas de concession à faire. Hein. Certes, c'est dur sur le dos et tout, mais... Donc tout ça, c'était la partie équipement préparatif. Ouais. Maintenant, le trajet proprement dit, combien de jours? 7 jours. Et 7 jours donc. Ouais. Et jour par jour, alors raconte-nous. 7 jours, du coup, l'idée donc c'était de revenir du travail à la maison, ça c'était l'idée de départ. Sauf que 2 jours avant d'arriver dans le sud, avant de bosser, j'ai un copain à Monaco qui m'a dit « Tiens, on pourrait peut-être se voir ». Donc je me suis dit « Bon, en fait, je vais pas commencer de Nice, je vais commencer de Monaco ». Ça changeait pas grand-chose, mais ça rajoutait quand même déjà une étape. Donc parti de Monaco parce que c'était l'occasion d'aller voir mon copain là-bas. Et après, jour par jour, la théorie, c'était de faire... moi, j'étais parti sur donc 400 km et 40 km par jour. Donc en gros, 10 jours. 10 jours, plus ou moins, quoi. En sachant un peu pertinemment que ça serait jamais 10 jours. Donc tu vois, j'avais ça. Je suis parti un peu en retard puisque je suis parti dimanche au lieu de samedi comme c'était prévu. J'ai rajouté une étape. Donc déjà, j'avais 2 jours de retard sur le truc de départ. Donc déjà, je savais pertinemment qu'il y avait peu de chances que j'arrive à la maison. Mais que finalement, voilà, ça n'importait pas. Comme j'ai dit depuis le début, autant je m'arrêtais au bout de 3 jours, au bout de 10 jours, je m'arrêtais pas. Enfin, j'avais pas vraiment je m'en moquais, j'avais pas d'engagement. Enfin, je veux dire, il y avait que mon engagement. Et donc tous les jours, au final, les étapes, elles ont été... c'est vrai que j'ai fait plus ou moins entre 40 et 50 km. Ça, c'était l'étape idéale. Et après, il y a eu des étapes moindres. Oui, une journée, j'ai fait 23 km parce que j'ai été pris par l'orage. J'ai eu 2 journées de pause où j'ai fait une fois 15 km et une fois 5 km. Ça, c'était les pauses. En gros, j'ai rejoint un camping et je me suis posé là par 2 fois pour recharger les batteries. J'avais un problème de matelas crevé, donc j'ai pu réparer mon matelas. Je ne pouvais pas le réparer comme ça, c'était compliqué en nature. Il fallait que j'ai un endroit avec de la flotte pour pouvoir détecter la crevaison. Parce que j'ai super mal dormi, tu vois. Il y a une nuit avant la nuit de camping où j'ai eu mon matelas qui s'est dégonflé, que j'avais pourtant réparé, mais voilà, vieux matelas, vieux matos, c'est percé de partout, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, des étapes entre 5 et 52 km. Et quand tu fais 52 km par exemple, tu les fais d'un coup, tu les fais en 2 fois, en 3 fois, une le matin, une l'après-midi Là, ce qui s'est passé, ce que je trouvais pas mal, c'était en général j'avais la pêche, donc le matin je courais. Et souvent, je faisais une pause à midi. Et après, dans l'après-midi, souvent, ce qui se passait pour arriver aux 40, en gros, je faisais le matin, je faisais 25, tu vois, en courant. Et puis l'après-midi, il me restait 15, quoi. Un truc comme ça, ou 10 ou 15. Et du coup, dans l'après-midi, en fonction du terrain, soit je pouvais faire de la marche active. Et puis, dès qu'il y avait une descente, je courais. Dès qu'il y avait du plat, je courais. Mais par contre, souvent, l'après-midi, j'avais plus la ouache pour courir en montée, quoi. Alors que le matin, quand je partais avec le bon petit gelé dans le ventre, là, j'allais partir en courant, même quand c'était de la montée. Mais avec le sac, c'est vrai que tu étais très vite limité, quoi. Donc 25 km, tu fais ça en quoi, 2 heures, 2 heures et demie Non, non, je pense que je mettais plus de temps que ça, parce que c'était pas plat. Non, je mettais la matinée, quoi. Considère le matin, je faisais 20-25 km le matin. Donc ensuite, déjeuner, après une sieste. Voilà, même pas, ouais, souvent je faisais une micro-sieste, mais après je repartais. Et puis après, sur une étape de 52 km, cette étape-là en l'occurrence, j'ai couru le matin. J'ai marché après une partie de l'après-midi parce que j'ai franchi le col des 30 Souches et le col des Champs. Donc ça, c'est dans le secteur justement au Var, voilà, vers le village de Guillaume, tout ça. Donc là, parce que je contournais les routes, là, je voulais rejoindre donc la vallée c'était le Verdon, donc Colmar, Alos, tout ça, c'est la vallée du Verdon, le haut Verdon. Et donc pour rejoindre ça, j'ai dû franchir 2 cols pour franchir en fait 2 vallées. Je venais de la vallée du Var et j'ai dû passer d'une vallée à l'autre.
Et là, pour franchir les cols, j'en ai beaucoup fait à pied. Mais par contre, toute la dernière partie de la journée pour rejoindre Colmar, où je me suis dit là, je vais arriver dans un bistrot, je vais me prendre une bière, je vais faire un méga repas de malade. Comme ça, j'aurais bien mérité ma journée pour repartir le lendemain. Bah là, en fait, j'ai dû courir aussi une bonne partie de la fin de journée. Notamment, je me suis tapé toute une descente du col des Champs jusqu'à Colmar, où là, c'était un peu interminable. Mais en même temps, c'était tellement beau que j'étais là sur ces sentiers minuscules en sous-bois. Il commençait à faire nuit, tu vois. Je suis arrivé à 20h30, tu vois, à Colmar. Donc, c'était limite quand même. Et très fatigué, vraiment épuisé, etc. Mais en mode, putain, c'est quand même trop bien parce que tu es là où tu dois être. Ok, tu es fatigué, certes, mais garde la lucidité sur l'aspect, déjà pour pas te blesser, ce qu'on disait quand même en course à pied, tu as quand même plus ce truc-là. C'est tes articulations qui prennent les chocs, donc à un moment donné, si tu te tords une cheville, c'est pour ta poire, tu peux plus avancer. Ouais, puis tu Donc, peux pas, comme tu peux le faire en cyclisme ou en natation, tu peux pas te reposer, quoi. tu peux t'arrêter une seconde, tu maintiens le mouvement pendant une seconde et après tu repars. Là, effectivement, un Ouais. quart de seconde, tu chutes. C'est ça, voilà. Donc il faut être vachement vigilant et notamment en fin de journée où je voyais bien. Là, tu voyais, en fait, tu as des indices, tu sais. Tu as le pied qui se prend dans une souche 3 fois de suite. Où tu dis, ça t'est pas arrivé de la journée. Et puis là, à un moment donné, tu sens, en fait, tes jambes, tu les lèves plus. Tu lèves plus tes pieds ou tu cours plus de la même manière. Et donc là, ça fait un peu warning, ok, va pas te faire une cheville maintenant. Il te reste encore, là, en l'occurrence, il devait me rester 15 km, tu vois. Genre 15 km, c'est 18 heures. De la descente, tu dois te taper, je sais pas, il y avait quand même pas mal de descentes, je sais pas, peut-être 1500 ou un truc comme ça, en sous-bois, assez interminable au niveau de la sensation, tu vois, très très long et tout ça, mais avec la carotte au bout. Et après, ce qui est génial, c'est que, tu vois, et ça, pour moi, c'est une journée remplie, tu fais 52 km, tu arrives, tu t'assois à un bistrot, tu commandes un demi, tu sais pas où tu vas dormir, hein, t'en as rien à secouer. En gros, tu as ta tente, tu sais que tu peux dormir même dans un parc, tu t'en fous complet. Tu arrives dans le bistrot, tu commandes un demi, et là, tu sens le truc, tu es frais comme un gardon, tu es bien, tout roule, tu es bien. Et là, tu es tellement bien que je veux dire, au niveau social, les gens, tu les attires à toi et tu es attiré vers les gens. Tu as passé ta journée à courir un peu comme un débile, entre guillemets. Hein, je veux dire, tu n'as parlé à personne, à part 2-3 randonneurs, qui sont d'ailleurs souvent merci. J'ai remarqué que voilà, je suscitais beaucoup l'admiration chez les mamies. Moi j'ai vraiment un truc avec les mamies. Les mamies elles me regardent toujours avec des yeux comme ça. Ah, et du coup, les vieux, ils sont toujours un peu en mode, ils tirent la mamie pour qu'elle s'en aille, genre, mais t'arrêtes un petit peu, etc. C'est vraiment ça. J'ai eu ce truc-là. Je suis un aimant à mamie, moi. Les mamies, elles doivent voir leur fiston, le truc un peu auréolé, le pauvre, et en même temps, voilà, etc. Là, t'es avec des gens, pas du tout des randonneurs et tout ça. Et là, bah, tu vas pas partir par raconter ce que tu fais, mais tu expliques ce que tu fais. Et là, j'ai passé une super soirée. Cette soirée-là, c'était génial. Il y avait 4 jeunes, quand je dis des jeunes, des vingtenaires, tu vois, qui étaient à côté de moi. J'ai fumé des clopes avec eux, j'ai bu des coups, on a pris des cocktails et tout ça. J'ai passé une super soirée à déconner. On a parlé de plein de trucs, de politique. Ça nous a fait vraiment du bien. Et puis après, à 23h30, on s'est fait un bisou. Et puis, je suis allé dormir. J'ai trouvé un coin 50 mètres plus loin pour planter ma tente à l'arrache totale. En bordure de la ville pour être là le lendemain matin pour pouvoir acheter mes croissants et tout ça. Mais tu vois, une belle journée, quoi. Une journée complète où tu te fais t'as un truc un peu. Ouais, t'as poussé tes limites, t'as vu du paysage, t'as vu du pays, et puis t'es pas hors, tu vois, c'est pas un truc pour refuser les gens. Au contraire, t'arrives après très dispo, en fait, auprès des gens. T'es là, t'es bien, t'es trop content de partager ces moments-là avec des gens, quoi. Et j'ai eu quasiment tous les soirs où j'ai fait des haltes, c'était comme ça, quoi. C'était trop bien.